Léon Gontran Damas, retour de Guyane. La ruée vers l'or. 10 mois après que Christophe Colomb eut découvert la région de Guyane et le premier reconnu le continent, Alfonso d'Ogedo, Juan de la Costa et Améric Vespucci abordaient au Nouveau Monde. Leur flotte, composée de 4 vaisseaux, atterrit aussi à l'embouchure de l'Orénoque. D'autres navigateurs prirent également contact avec les côtes guyanaises. Mais Vicente Yanez Pinzón est le premier qui les ait parcourus dans toute leur étendue. À peine le littoral figurait-il sur les cartes du XVIe siècle que, sur la foi de relations de voyage, un bruit se répandit de toutes parts, situant sur les bords du lac Périmée, entre l'Orénoque et l'Amazone, une ville aux toits d'or dans laquelle s'était réfugié, avec les derniers de sa tribu, le chef inca Manoa del Dorado. Il n'en fallait pas davantage, toutes les imaginations ne furent plus dès lors occupées que de cette ville lointaine, que de ce prince doré. Une légende était née. Fille du merveilleux et de la cupidité, au galop de cette chimère commençait l'ère des aventuriers. Ce fut une belle mobilisation d'illuminés. Un siècle durant, l'Europe devait vivre l'existence fabuleuse du cacique heureux. Un Anglais de haute distinction, le chevalier Walter Raleigh, fit plusieurs voyages dans le but de pénétrer jusqu'au lieu de tant de richesses. Un autre Anglais, non moins distingué, Sir Laurent Keymis, fit une expédition dans le même but. Ce sourcier raté, placé sur les bords de l'Epoque et à 30 lieues de son embouchure, la ville du prince doré. Prenant les désirs de Keymis pour des réalités, un Français, Claude Guillouet d'Orvilliers, détacha un fort contingent d'hommes vers le plus haut du Camopi, dans le dessein de découvrir le lac Parimé et l'or insaisissable. Avec une obstination que ne désavouerait pas le monde actuel, il se monta une grande quantité d'expéditions à la poursuite de ce mirage. N'ayant pu découvrir ni le lac Parimé, ni ville aux toits d'or, l'Europe, l'ayant parcouru en vain, se contenta de partager ce coin d'Amérique. Ayant agi de la sorte en désespoir de cause, on passa à d'autres rêves au même moment où l'on avait mis la main sur les territoires les plus riches du globe. Ainsi, les colons s'avérèrent plus naïfs que les naïfs aventuriers de Donogo. Une chronique brésilienne veut que Manoa del Dorado ait un certain rapport avec la tradition historique de Manoa del Sao, Andréa qui persiste encore au Brésil. Cette ville aurait été fondée il y a plus de 2 siècles par 2 pionniers portugais sur les rives d'un fleuve actuellement inexploré. Le Rio dos Mortes, dont le cours, tracé en pointillé sur les cartes, aboutit sur la rive gauche de l'Araguaia à la pointe du sud de l'île de Banana. L'Araguaia est un affluent de l'Amazone dont le cours compte quelques milliers de kilomètres. On se fera une idée de ce fleuve secondaire quand on saura que l'île de Banana a plus de 100 km de long. 3 ans après la fondation de Manoa, les colons portugais qui avaient résisté aux flèches empoisonnées des Indiens grâce à leurs armures de fer, envoyaient au Portugal une extraordinaire quantité d'or. 3 ans après, un nouvel envoi plus formidable encore. Puis, plus rien. Puis, 7 ans après, 2 esclaves noirs arrivèrent à la capitainerie de Sao Paulo.
distante de Manoa d'1 000 de kilomètres, et racontèrent que, là des mauvais traitements des Portugais, les esclaves s'étaient révoltés et une nuit les avaient tous massacrés. Les Noirs avaient alors entrepris de regagner la côte. Non protégés par les armures de fer, ils avaient été massacrés à l'expédition de 2 survivants qui avaient mis près de 5 ans pour atteindre Sao Paulo. À l'exception de 2 survivants qui avaient mis près de 5 ans pour atteindre Sao Paulo. Depuis, plusieurs ont essayé de remonter le Rio dos Mortes. Le nom même de cette rivière indique que pas un n'en est revenu. Ainsi commença l'européanisation des Guyanes. Toutes les nations qui avaient convenu du partage se mirent à coloniser intensément leurs portions respectives. Seule, déçue, plus qu'aucune autre, semble-t-il, la France, après les dés, jeta le cornet. Après 3 longs siècles, son œuvre en Guyane peut lui être opposée comme une injure ou un défi. De sa fondation à nos jours, cette contrée pourtant si essentiellement riche n'aura subi que mépris, maladresse. La métropole ne se sera souvenue d'elle et ne l'aura sortie des cartons des ministères que pour l'infecter, violée, saignante, telles quelques vierges indiennes surprises par un conquistador, n'ayant rien conçu dans la douleur, mais contaminées systématiquement par un incessant apport de microbes sélectionnés de la pathologie sociale. La Guyane attend encore le praticien, on lui a donné des députés. Et la misère économique, morale, intellectuelle dont elle souffre actuellement n'est que l'héritage d'un passé lamentable. C'est à un cadet de Gascogne, Adalbert de la Revardière, qu'échut le soin de diriger les premiers pas de la colonie. Mais l'homme eut vite fait de succomber sous le poids de tant d'honneurs. Sous l'ivresse du pouvoir absolu, il ne sut pas conserver la confiance qu'avait placée en lui le bon Henri IV. Alors qu'il eût été facile de s'attirer la sympathie des naturels, il s'avisa de les traiter en sauvages qu'il faisait bon exploiter, exterminer. Certes, le sang des Indiens coula, mais Akaroa Kari, leur chef, veillait de l'île de Cayenne. Tous les Blancs furent tués et notre roitelet en tête. Affront sanglant, autant qu'impardonnable. Les représailles ne se firent pas attendre pour le principe et le respect dû à la souveraineté. Après quoi, de gouvernemental, la colonisation du pays devint affaire privée. Des marchands de Rouen organisèrent une expédition de 26 hommes. Sous la conduite de 2 chefs et sous l'œil protecteur de sergents armés jusqu'aux dents, ils établirent sur les bords de la rivière Sinamari, à une bonne distance de l'île de Cayenne. L'emplacement en soi n'était pas mal trouvé. L'élevage du bétail eût pu être fructueux. Il n'en fut rien. Résolus jusqu'à la ruine, ces mêmes marchands firent les frais d'une nouvelle installation dans la région de Cunamama. Les diverses tentatives qu'ils firent sur une période de 6 années ne répondirent à aucune réalité. D'autres compagnies vinrent et eurent toutes le même sort. En même temps, un peu moins d'entêtement à détruire les naturels, sans doute eussent-ils réussi dans leurs entreprises, et la Guyane, assurément, n'eût pas été le théâtre de cet avant-dernier désastre. La compagnie du Cap du Nord avait confié au sieur Poncet de Brétigny le soin de conduire sur les lieux 300 hommes que l'on avait recrutés au gré de la famine et du vagabondage. Véritable ramassis de gens sans aveu, d'échantillons sans valeur, qui allaient plutôt chercher un asile contre les rigueurs du froid et des lois qu'un champ où ils puissent éprouver leur capacité productrice. Ces colons, sur le papier, s'embarquèrent à Paris, pour se rendre à Rouen par la Seine. Dès leur passage à Mantes, ils se prirent de querelle avec les archers de la ville, querelle que l'on eut bien de la peine à apaiser.
les voyageurs arrivèrent tout de même à Rouen, puis à Dieppe. Le premier soin du sieur de Brétigny fut de leur donner une organisation militaire. On eût dit qu'il s'agissait d'aller conquérir un pays occupé par l'ennemi, et non de coloniser des forêts vierges. Après les avoir divisés en compagnies, auxquelles il donna un nombre d'officiers beaucoup trop considérable, de Brétigny se choisit un capitaine des gardes, un écuyer, un chancelier, un maître d'hôtel. Mais il ne pensa ni à engager des artisans et des laboureurs qui eussent fait prospérer la colonie, ni à s'assurer les moyens de la faire subsister jusqu'à l'époque des premières récoltes. Les vaisseaux qui transportaient les émigrants mouillèrent donc près de l'île de Cayenne. De Brétigny, sans doute sans aller à ses colons, le temps de se reposer, les employa à construire des cabanes couvertes en feuilles de palmier, mais l'emplacement fut si mal choisi que ces constructions précaires furent emportées par le vent. Ce malheur, la sévérité avec laquelle les hommes étaient traités, et le manque de vivres avaient commencé à se faire sentir, ne tardèrent pas à jeter le désarroi en cette pétaudière. Loin d'épargner ces gens, de Brétigny leur faisait prendre la garde pendant la nuit, les mettait à des travaux rudes ne répondant à aucun besoin, ordonnait qu'on fît des fréquents appels, celui qui y manquait était aussitôt condamné à une amende de 1000 livres de tabac au profit de la compagnie, bien heureux encore quand il n'était pas mis au fer ou flageolé. Poncet de Brétigny poussa la démence jusqu'à commander une estampille de fer à son nom pour marquer au front ceux qui lui désobéiraient. De plus, il promulgua un code d'une centaine d'articles d'une étrange allure. Les hérétiques devaient être brûlés vifs, et les moindres fautes contre les préceptes religieux châtiées par une forte amende. C'est ainsi que 8 soldats furent brûlés, un autre reçut l'estrapade pour avoir cueilli un brin de piment. Il fit établir des gibets et des roues qui rarement chômèrent. Il fit trancher la tête à un de ses jeunes parents qui avait murmuré. Il fit rouer vif un malheureux dont le seul crime était d'avoir rêvé que son bon seigneur était mort, et sans doute aussi un peu de l'avoir avoué. C'est à la suite de ce rêve singulier qu'il exigea que chacun vînt le matin même lui rendre compte des songes qu'il avait eus la nuit. Étaient punis sévèrement ceux dont les rêves lui déplaisaient. De mémoire de sauvage, pourtant blasé, jamais les Indiens n'avaient vu de blanc plus cruel. Poncet de Brétigny mourut assassiné par ses propres hommes. Après quoi, livrés à eux-mêmes, ces derniers se mirent à coloniser dans le sens de leurs besoins pressants. Ils étaient en effet venus 300 engagés, tous pour une période de 3 années. Or, aucun d'eux n'avait de femme. Ils se procurèrent plus d'une indienne. Ici commence la bacchanale. Pères, frères, maris se laissèrent voler, violer, sœurs, filles et femmes, jusqu'à ce que l'indignation soulevât des cœurs atrocement bafoués. Un beau matin, une véritable armée de tribus confédérées vint remettre les choses en état. Après la bacchanale, ce fut la danse du scalp. 2 blancs, seulement sur le nombre, échappant à ce carnage concerté, atteignirent les pays voisins. En France, il faut le reconnaître, l'opinion fut unanime là-dessus. Il fallait changer de méthode en arrivant à la sélection des agents de colonisation. Ce que se produisait, à sa création, la compagnie dite de la France équinoxiale. Pour éviter les inconvénients du pouvoir absolu, la colonie devait être gouvernée par une sorte d'oligarchie composée de 12 associés, fondateurs de la compagnie, qui avait pris le titre pompeux de Seigneur de la Guyane. L'expédition, forte de 800 hommes, s'embarqua au Havre sous les ordres de Roux de Roiville, militaire distingué. Mais la discorde se mit bientôt dans l'expédition, avant même qu'elle eût atteint sa destination.
La présence de tant de chefs et de propriétaires qui se regardaient comme égaux entre eux, et dont les plus modérés voulaient sinon commander, du moins se dispenser d'obéir, devait nécessairement provoquer des querelles immédiates. L'abbé de l'île Marivaux, qui animait déjà un zèle ardent pour la conversion des indigènes, se noya par accident, c'est-à-dire fut précipité à l'eau avant qu'on ne sortît de la Seine. À peu près dans le même temps, Roiville était surpris dans son lit par les associés, poignardé et jeté à la mer. Le lendemain de sa mort, au matin, on réunit les passagers sur le pont et on leur annonça le décès du capitaine, sans trop entrer dans les détails, même des obsèques. On destitua à cette occasion tous les officiers qui passaient pour lui avoir été dévoués et on dispersa le corps des gardes que le défunt avait pourtant pris la précaution de se donner, à l'exemple du sieur de Bretigny. L'un des associés de Bragelonne le remplaça, et ce fut sous ses ordres que l'expédition débarqua sur la côte de Rémire, un des sites les plus riants et les plus fertiles du pays. La compagnie fonda quelques habitations dont on voit encore les vestiges aujourd'hui. Mais trop d'éléments de jalousie existaient entre les seigneurs. L'un d'eux, le nommé Isambert, en arriva même jusqu'à former un complot contre Bragelonne. Celui-ci, averti au dernier moment, fit arrêter Isambert, le fit juger le jour même, et la peine capitale ayant été prononcée. Il le fit exécuter séance tenante. Le caractère militaire qu'avait cru devoir emprunter cette compagnie de colonisation, le mauvais choix des colons, la disette, le défaut d'objets de première nécessité, les crises périodiques d'indigénophobie ruinèrent les espérances. Les Indiens se soulevèrent à nouveau. Il fallut déguerpir et laisser place aux Hollandais qui convoitaient depuis longtemps l'île de Cayenne. La trouvant sans possesseur et inculte, ils s'en emparèrent, la peuplant astucieusement des Juifs que le Brésil venait de chasser de son territoire. S'étant gagné la sympathie de l'Indien et sous le commandement de Spranger, on se mit à l'ouvrage et 8 années à peine suffirent pour récompenser l'effort de ses colons. Ceux-ci fondèrent des sucreries, firent des plantations de coton, de rocou, d'indigo. Le pavillon français avait complètement disparu des rives guyanaises. La Hollande, après s'être emparée sans coup férir des anciennes habitations, recueillant le fruit des expéditions successives et vaines. Une ville juive s'élevait quand à ce spectacle étonnant, quelques Français parvinrent à rassembler un magot et à constituer une seconde expédition de la Compagnie de la France équinoxiale. Ils étaient 1 millier d'aventuriers, bien entendu, il fallut moins de 6 mois pour que l'œuvre de Spranger pérît. Mais les insuccès antérieurs avaient ralenti l'enthousiasme du gouvernement royal. Des années s'écoulèrent sans que l'on s'occupât sérieusement en France de la Guyane. Un sieur de la Barre se laissa pourtant persuader de former une nouvelle compagnie de colonisation. Colbert, à qui il communiqua son plan et qui rarement perdait l'occasion de favoriser le commerce extérieur, l'ayant vivement approuvé et lui ayant procuré l'autorisation du roi, l'expédition ne tarda pas à se former. De l'intervention de Colbert date une méthode, des essais, des progrès, qui furent même augmentés par un accroissement de population inattendu. D'avoir touché du doigt la plaie de la Barre, s'entoura en conséquence d'hommes de valeur. On défricha, on construisit, on explora une région à l'autre, et les Indiens ne furent pas systématiquement réduits en esclavage. Circonstance qui, pour heureuse qu'elle fût, n'était rendue possible, il est vrai, qu'en raison de l'autre moyen dont usaient Colbert et ses fidèles serviteurs, la traite. À cette époque de mise en valeur d'ensemble de grands travaux, M. Barthélemy de la Cassasse avait lancé son fameux axiome. Le travail d'un seul nègre vaut celui de 4 Indiens.
ce prélat sévillan, qui avait dessein de sauver les Américains du prochain massacre habituel, réussit à coup sûr. Il sauva effectivement un certain nombre de fois 4 Indiens de la mort physiologique ou morale. La canne, le cacao, l'indigo, le coton constituaient les principales cultures des sucreries, des briqueteries, des poteries étaient en bon rendement. Pour tout dire, la Guyane florissait, le nègre de Monseigneur accomplissait un miracle. Tout aurait été pour le mieux sans le besoin subit qu'éprouva l'incorrigible colonie, à l'instigation d'un certain Ducasse, de prendre la mer à la conquête du Suriname. Non seulement Suriname ne fut pas conquise, mais l'agression essuya l'insuccès le plus complet. Ducasse et sa compagnie furent repoussés, la plupart des expéditionnaires faits prisonniers, et la Guyane perdit ainsi l'élément le plus actif et le plus vigoureux de sa population. Ce fut un coup terrible, et Cayenne eut quelque peine à se relever de la situation désastreuse qui venait de lui être faite. Elle se releva pourtant. L'Afrique étant un réservoir inépuisable d'énergies humaines, la prospérité revint. On donna à Cayenne l'aspect d'une ville de 60 canons, d'une garnison de 200 hommes pour la défendre. Quant au développement de l'Hinterland, on n'en saurait parler sans signaler l'action des Jésuites. L'ardeur qu'ils mettaient à l'œuvre eut pour conséquence d'établir, entre autres, un courant d'échange entre les naturels et les établissements de la côte. Les pères essayèrent d'instinct l'évangélisation. Pour les récompenser de leur activité, on les dispersa, on confisqua leurs biens, maladresse qui devait être suivie d'une autre, plus énorme et plus monstrueuse encore. Le désir de remplacer le Canada qui venait d'être cédé à l'Angleterre et d'établir sur le continent de l'Amérique une population blanche assez nombreuse pour venir en aide à celle des Antilles, dans le cas où elles seraient attaquées, engagea le gouvernement royal à entreprendre de coloniser la Guyane sur une grande échelle. Il repoussa même systématiquement toute vue de commerce et d'économie, établir à la Guyane une population nombreuse qui pourvoirait elle-même à sa subsistance en vivant des produits indigènes. Tel était son but. C'était, à n'en pas douter, la tentative la plus importante et la plus sérieuse qui eût été conçue jusqu'alors pour mettre en valeur ce pays, tentative qui n'eut malheureusement à l'expérience d'autres résultats que de discréditer complètement cette contrée. Pour cette expérience d'envergure, il s'enrôla 12 000 volontaires. Toutes les classes de la société étaient représentées. Spectacle déplorable que celui de cette multitude d'insensés qui comptaient sur une fortune rapide et parmi lesquels, indépendamment des anciens soldats, travailleurs paysans, on comptait de jeunes gens bien élevés, des familles entières d'artisans, des bourgeois, des gentilshommes, une famille d'employés civils et militaires, et enfin une troupe de comédiens, de musiciens et filles de joie destinés à l'amusement de la nouvelle colonie, dont l'emplacement était Kourou. Le convoi débarqua à l'embouchure de la rivière du même nom. On construisit un théâtre, établissement qui pouvait être utilisé aux banquets, noces et autres distractions et même à divers usages, un peu différents comme celui de loger le clergé, réduit à s'en aller coucher autrement dans une église édifiée quelques lieues plus loin. J'ai vu, écrivait quelqu'un, ces déserts aussi fréquentés que les jardins du palais royal. Des dames à robes traînantes, des messieurs à plumets, marchaient d'un pas léger jusqu'à l'anse, et Kourou offrit pendant 1 mois le coup d'œil le plus élégant et le plus magnifique. Le premier convoi fut suivi d'autres. On se rendait en Guyane, le cœur plein d'enthousiasme et l'esprit envoûté sous les effets d'une propagande admirable. Un homme entre 2 âges, raconte Ange Pitou, homme marié ou non, vend son bien, arrive à Rochefort pour s'embarquer et veut choisir une compagnie de voyage.
Il rôde dans la ville en attendant que le bâtiment mette à la voile. À 11 heures, une jeune cuisinière vient remplir sa cruche à la fontaine de l'hôpital. Notre homme la lorgne. L'accoste, lui fait la déclaration. « Ma fille, vous êtes aimable, vous me plaisez. Nous ne nous connaissons ni l'un ni l'autre, mais ça ne fait rien. J'ai quelque argent et je pars pour Cayenne. Venez avec moi, je ferai votre bonheur. » Il lui détaille les avantages promis et résume ainsi. « Donnez-moi la main, nous vivrons ensemble. »« Mais monsieur, je veux me marier. Qu'à cela ne tienne, venez. »« Je le voudrais bien, monsieur, mais mon maître va m'attendre. »« Eh bien, ma fille, mettez là votre cruche et entrons dans la première église. Vous savez que nous n'avons pas besoin de bancs. Les prêtres ont ordre de marier au plus vite tous ceux qui se présentent pour l'établissement de Cayenne. Ils vont à Saint-Louis. Un des vicaires achevait la messe de 11 heures. Les futurs se présentent par la main, marchent au sanctuaire, donnent leur nom au prêtre, sont mariés à l'issue de la messe et retournent prendre leurs dispositions pour le voyage. La cuisinière s'en revient plus tard chez son maître et lui dit en posant sa cruche « Monsieur, donnez-moi s'il vous plaît mon compte. »« Le voilà, ma fille, mais pourquoi veux-tu t'en aller ?»« Monsieur, c'est que je suis marié. »« Marié ? Et depuis quand ?»« Tout à l'heure. Monsieur, je pars pour Cayenne. »« Qu'est-ce que ce pays-là ?»« Oh, monsieur, c'est une nouvelle découverte. On y trouve des mines d'or et d'argent, des diamants, du café, du sucre et du coton, et dans 2 ans, on y fait fortune. » Ce dialogue n'exprimait-il pas à merveille l'idée qu'on se faisait de cette expédition de Kourou? L'oubli cependant des précautions nécessaires pour assurer le logement et la subsistance, l'imprévoyance inconcevable qui se montra dans toutes les mesures, occasionnèrent la mort du plus grand nombre de ces colons et entraînèrent une dépense de pure perte que l'on n'évalue pas à moins de 30 millions de francs. Ces milliers d'insensés moururent d'inconfort, de sous-alimentation, de typhus, de terreur, de résignation, de nostalgie. Pour reprendre l'expression des gazettes de l'époque, cela fit un gigantesque cimetière d'Européens. Ce fut bien entendu l'occasion d'incriminer le climat de la Guyane que l'on rendait responsable de cet anéantissement. Cependant, n'était-ce pas fatal? Pour peu que l'on se donne la peine de réfléchir, de considérer objectivement ce désastre regrettable, ne serait-on pas plus fondé à dire qu'il est le crime de la légèreté d'esprit des organisateurs? Leur incapacité n'allait-elle pas décevoir d'ailleurs bien d'autres espérances? L'âpreté au gain, la méconnaissance systématique et dédaigneuse jusqu'à l'absurdité de l'indigène, l'incompétence des entreprises privées en ces lieux encore inexplorés, l'absence d'un programme ordonné, le recrutement aveugle des agents, tâtonnement et dispersion des efforts, telles furent les causes profondes et implacables des échecs successifs que devaient essuyer ces suprêmes essais de colonisation.